Mais en attendant, donc je pose un peu la même question à Christine. Donc Christine, tu es aussi co-signataire d'une autre carte blanche qui était intitulée Gérer l'urgence puis réinventer l'avenir. J'ai bien aimé le titre, je trouve qu'il résume bien nos défis actuels. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement dans ton travail de tous les jours pour voilà, la lutte contre la pauvreté, qu'est-ce que ça signifie? Oui, oui, bah, je vais en effet intervenir en me positionnant à l'intérieur de l'action et du terrain, puisque moi, l'endroit où je me situe, à partir du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est d'être, pour le moment encore, j'ai envie de dire les 2 pieds sur le terrain tous les jours quotidiennement. Dans le cadre de la crise du Covid, et en même temps d'essayer de réfléchir en hauteur pour voir comment de façon, macro agir. Et donc je vais situer ma réflexion par rapport à ça. Je trouve que, alors c'est dramatique de dire ça évidemment dans le cadre d'une crise sanitaire qui insécurise tout le monde, où il y a des morts derrière et de l'insécurité, mais, il y a des vertus, je ne sais pas si le mot convient, à cette situation. Moi je constate en tout cas qu'une chose, c'est que cette situation pour le moment, révèle comme le nez, gros au milieu du visage, l'ensemble des inégalités, structurelles, existantes dans notre société précédemment à la crise, puisque, le fait de la crise sanitaire en soi qui conduit au confinement, et à garantir que les gens ne soient pas contaminés ou n'en contaminent pas d'autres, fait qu'on doit s'intéresser à tout le monde. Donc on cherche ceux qu'on ne voulait pas voir avant. Donc c'est assez étonnant de voir comme il y a une forme d'énergie au nom de la santé sanitaire à trouver, depuis les sans-abri, depuis les gens qui sont travailleurs dans des contrats de travail tout à fait déstructurés, depuis les femmes qu'on identifie tout à coup, à l'avant-plan, en passant par, tiens, il y a des gens hospitalisés en santé mentale, on s'en rend compte, il y a des hôpitaux psychiatriques remplis, il y a des jeunes, placés en aide à la jeunesse. Tiens, il y a des mal logés, il y a des gens, qui vivent en nombre, incroyable dans des appartements, dans des tours ou des quartiers où il y a pas d'espace vert autour. Ah tiens, il y a la fracture numérique, ah, on n'en parlait jamais avant que sous l'angle, les gens ne sont pas capables. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des problèmes de connexion, de matériel, il y a un ordinateur dans une famille pour 4 enfants, on fait comment? Si tout le monde est en train d'étudier pour partager le truc et cetera. Donc je trouve moi, je n'ai jamais vu, en tout cas depuis que je travaille, un temps sociétal où il y ait un effet révélateur, un effet loupe, qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une task force wallonne où on se réunit tous les 2 jours avec tous les cabinets, donc des 3 couleurs de la région wallonne, hein, écolo, PS, et MR, pour, essayer de voir comment, atténuer les effets du confinement et les effets des décisions prises, sur les gens les plus faibles. Tous ceux que je viens de nommer maintenant, y compris des travailleurs, hein. Et je suis tout à fait étonnée comme les mêmes réalités que nous essayons avant la crise de décrire, de nommer, de rendre existantes, de rendre effectives en disant: «Mais il y a des gens qui n'ont pas de droits dans notre société» et cetera, était, presque pour certains, j'ai envie de dire, du fantasme, de l'irréalité, de l'invisibilité, et aujourd'hui c'est une évidence. Donc ça, il y a plus besoin de le prouver parce que il faut éviter le danger et qu'il représente un danger au plan sanitaire. Donc ça, je trouve que c'est un élément important dont il faut se servir pour le moment. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire petitement, hein, à notre mesure, dans une alliance, entre guillemets, je ne parle pas d'alliance politique ici, je parle d'alliance entre des acteurs dans des statuts différents, des cabinets ministériels, des administrations et du terrain associatif. Et à essayer de croiser pour voir heu, comment les inégalités ne vont pas conquérir la manière de gérer la crise. Bon, bah, voilà, la crise sanitaire, hein, pour ne pas qu'elle se surajoute en fait, bah, à ce terreau d'inégalités préexistant par des droits, non opérants, pour l'entièreté de la société. Je trouve aussi que c'est un effet révélateur, ça Nabil vient de le dire, je ne vais pas m'étendre trop, mais sur l'existence de l'État. Alors l'État sous différentes facettes. Dans l'État, il y a la sécurité sociale, mais dans l'État, il y a des administrations. Dans l'État, il y a des acteurs, qui étaient aussi invisibilisés aux yeux des gens, qui pour aujourd'hui, sont rendus, enfin, on se rend compte qu'ils ont de l'importance et ils sont là autour de la table, et ça permet aussi de se dire comment est-ce qu'on
revalorise l'État à condition que ça soit pour plus d'État et mieux d'État, hein. Donc, plus de sécurité sociale et mieux de sécurité sociale, plus de droit du travail et mieux de droit du travail. Et le travail est éloquent ici. On voit que pour des raisons économiques, on s'est d'abord intéressé aux travailleurs, et tant mieux pour eux, hein. Il le faut, et moi je suis favorable à ça, hein. Mais à qui? J'ai envie de dire aux travailleurs qui sont encore dans les contrats Heu, les plus stables, si on peut dire, hein, parce que, le 70 de chômage avec tous les avantages et cetera, suivant qu'on a un haut revenu à temps plein ou qu'on a un bas revenu à temps plein, hein, puisque les revenus sont très bas dans notre pays, rappelons-le, hein, en moyenne pour toute une partie de gens, qu'on soit à temps partiel, qu'on soit une femme, avec, charge de famille et cetera. Même le chômage temporaire, avec tout le combat qui a été mené au plan syndical, il est en train d'appauvrir les gens, et on ne sait pas encore d'ailleurs si tout le monde va retrouver du travail dans ce chômage temporaire. Il y en a qui vont le retrouver, il y en a, enfin j'entendais en tout cas qu'il y avait déjà des négociations pour que tout le monde ne reprenne pas nécessairement, et pour des raisons sanitaires et de protection, moi je suis d'accord, mais maintenant si c'est aussi pour des équilibrages économiques. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a découvert? Alors pas nous, mais c'est un révélateur, c'est la masse des gens qui travaillent dans notre société, dans des contrats scandaleux, hein, ou dans du non-contrat, hein. On va aller jusqu'aux sans-papiers qui travaillent en noir depuis des années chez nous, au vu et su de tout le monde, qui est une perte de revenus nette intégrale. Mais on peut parler du flexi-job, on peut parler du travail à la journée. Nabil a cité les artistes, etc. Les femmes qui gardent des enfants à domicile, suivant le contrat, il y en a, c'est une perte nette, il y a 0 enfant, ben, il n'y a pas de revenus, etc., etc. Donc, c'est un geyser, je trouve, de révélation aussi de en quoi il faut se battre pour le droit du travail et la valeur du travail. Moi, je crois fondamentalement au travail. Je ne suis pas quelqu'un qui suis pour la déconstruction du travail, au contraire, mais je pense qu'il faut défendre pour demain, pour ne pas être dans la même chose, euh, l'orientation de métiers. Alors, on a une expression au réseau qui dit de métiers qui font du bien à ceux qui l'exercent. Donc ça, c'est les conditions de travail, de revenus, on choisit son travail, et cetera, et cetera, hein. Tout ce dont on est très loin aujourd'hui dans le champ, malheureusement, du droit du travail. Enfin, pas du droit du travail, mais de la manière dont le travail est organisé. Hem, mais donc des emplois qui font du bien à ceux qui l'exercent, qui font du bien à ceux qui en bénéficient. Donc on pense, ces métiers de l'essentiel et cetera, hein, donc du travail qui produit quelque chose qui est utile, nécessaire et qui fait du bien, et qui fera du bien au contrat social, qui fera du bien, au lien social, à la collectivité, et qui fera du bien à l'environnement, à la biodiversité et cetera. Donc nous, on trouve que ça remet ça en avant et qu'il faut évidemment essayer de ne pas recommencer avant exactement, et je ne vais pas répéter ce que Nabil a dit, de la même façon. Donc voilà, ça révèle, le problème migratoire, ça révèle le problème des femmes, ça révèle le problème de tous les oubliés hors sécurité sociale, ça révèle la déstructuration du chômage, ça révèle la déstructuration du travail, ça révèle l'hyperconditionnalisation des droits dans les CPS, et cetera. Ça révèle qu'il y a même des droits de base qui ne sont pas rencontrés, le droit à l'énergie, le droit à l'eau. Cette crise nous a amenés à, en pas de semaine, arriver à rendre du droit minimum dans des droits qui, en toute légalité, étaient empêchés aux yeux des gens, hein. Parlons de l'eau et de l'énergie. Donc on est arrivé à faire que les gens ouvrent leur robinet, ils ont de l'eau, et les gens ont de l'électricité, en prenant des décisions politiques ensemble. Donc moi, ce que ça révèle aussi, c'est que c'est possible de prendre des bonnes décisions vite. Alors, je sais bien qu'on dit pour le moment: «Ah ben oui, mais il faudra les payer ces bonnes décisions vite», et est-ce qu'elles vont durer? Ben non, évidemment, si on n'est pas vigilant, on remettra des compteurs à budget, on va remettre des limiteurs de débit d'eau, on remettra les gens dans des contrats merdiques, et cetera. Mais on voit aussi que pourtant, il est possible de s'entendre sur des décisions, rapides, et en tout cas qu'elles sont opérationnalisables, et donc ce que ça veut dire, c'est que ça enlève en tout cas tous les arguments techniques, de complexité, et cetera, qui empêcheraient de faire les choses autrement. On est en train de découvrir que c'est possible d'appliquer un certain nombre de choses autrement. Alors, il faudra les financer, bien sûr, et donc là, je ne vais pas m'étendre. Nabil a parlé de la BCE, de la fiscalité, tout ça. Il y a longtemps qu'on se bat tous pour, enfin, qu'on ne se bat pas tous,
malheureusement, il faudrait qu'on se batte tous pour une fiscalité juste qui finance, etc., une BCE différente, etc. Et donc, si je dois approcher de la fin, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, Oui, c'est et fini, conclure, il faudrait c'est fini tu d'ailleurs. conclues, ouais. Moi, je dirais qu'en tout cas, je vais conclure vite, c'est que pour le réseau, en termes d'enjeux, je trouve qu'on a les réponses parce qu'avant la crise, il y avait déjà suffisamment de gens qui évoquaient tout ça, toute cette réalité de la sécurité sociale, la fiscalité, etc. Je trouve que l'enjeu maintenant, c'est comment ça se coalise, porté par qui, à quel endroit, dans le rapport de force suffisant pour arriver à l'imposer. Mais ce qu'on a de plus maintenant, c'est précisément de ne pas perdre cette analyse de la réalité de la crise actuelle sanitaire et d'arriver à ne pas la perdre non seulement dans le monde des militants associatifs, des administrations, des engagés, de certains politiques qui se battent dans cette direction-là, etc. Mais comment aussi on ne la perd pas dans le monde populaire et dans la population. Donc comment on fait passer de l'émotion collective actuelle des applaudissements à 20 heures, etc., 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 à une émotion politique au sens compréhension de à cause de quoi est-ce que ça fonctionnait comme ça avant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait les bons constats, et donc comment on garde ça en émotion politique. Alors je ne sais pas si les deux mots vont ensemble, mais je trouve que ça a une certaine force dans la population de parler d'émotion politique. Voilà, je Ouais. terminerai là-dessus. Ouais, d'accord. Ben, merci donc oui, tu nous as décrit des situations difficiles, mais en même temps, tu nous parles vraiment de solidarité nouvelle et je trouve ça fait du bien d'entendre, aussi des messages d'espoir, comme ça, donc merci. Comment on va faire pour faire entendre la voix des plus démunis? En 4 minutes? 4 minutes. Mais je disais tantôt que, entre guillemets, leur voix n'est pas plus entendue maintenant, mais l'état de leur réalité est plus visible pour le moment. Et donc, je pense que de la même façon que Arnaud vient de le dire sur d'autres choses, c'est que on est devant une temporalité qu'on ne peut pas rater ici. C'est-à-dire que cette visibilité imposée à ceux qui ne veulent pas voir, alors après, il y en a encore qui ne voient pas et qui refusent de voir, mais enfin, il y a une partie d'acteurs de la société qui acceptent de voir. Il faut qu'on la maintienne, il faut qu'on lui trouve des formes, il faut que les gens puissent continuer à s'exprimer par eux-mêmes. Quand on voit les métiers du monde des soignants, etc., on a bien vu comme ça a été par strates, hein. On a d'abord dit les médecins, les infirmières, et puis on s'est rendu compte, ah tiens, il y a des ouvriers qui sont dans des entrepôts en train de laver les vêtements des gens, hein, qui travaillent dans les hôpitaux. Aujourd'hui, voilà, qui sont aux avant-plans parce que ils lavent des vêtements qui sont contagieux. Avant, ils étaient enterrés dans leur entrepôt et personne ne s'intéressait à eux. Les personnes qui nettoient, les gens qui vont à domicile, etc. Donc, comment on fait pour arriver à garder une coalition en quelque sorte qui n'existe pas au sens physique du terme, mais qui existe au sens de la définition d'une multitude de métiers et d'une multitude de statuts différents ou de non-statuts différents, et comment arriver à faire que le non-statut de l'un soit défendu par le non-statut de l'autre. Moi, je trouve que ça, là, il y a un enjeu. Si demain, les artistes qu'il faut défendre, hein, qui sont avec des contrats qui n'ont jamais existé valablement chez nous, etc., se disent qu'ils peuvent défendre les personnes qui vont nettoyer à domicile parce qu'elles non plus n'ont pas nécessairement le contrat qu'il faut, soit parce qu'elles sont dans des intérims ou des trucs comme ça, ou des temps partiels qui sont non valablement rémunérés avec des revenus misérables, etc., eh bien, on a là une alliance, etc. Si on peut croiser des mondes en se disant, mais en fait, les mêmes causes sont à l'origine de ce qui crée le révélateur aujourd'hui, mais votre situation dramatisée, ça me paraît important. Mais je pense, par contre, qu'on a peu de temps, parce que le recyclage de la crise du Covid par le capitalisme, il est rapide, le capitalisme digère très vite tout. Hein, on va vite être dans, finalement, les morts du Covid, c'est une variable d'ajustement, c'est une statistique, on jouera vite avec les chiffres. D'ailleurs, on commence d'ailleurs à ne plus très bien s'y retrouver, ou bien je ne sais pas si on s'y est bien retrouvé. Donc,
et en se disant: «Bah, de toute façon, des épidémies, maintenant, il y en aura toujours, donc c'est un épiphénomène, on va devoir l'absorber, il faudra s'habituer». Un peu de la même façon qu'aujourd'hui, on est déjà en train d'habituer les gens à une responsabilisation individuelle de l'absorption de l'épidémie par le fait de dire: «Faites vos masques vous-même en tissu, parce que» et cetera. Alors qu'on pourrait se dire: «Tiens, si c'est vrai qu'il faut tous porter des masques un jour», je ne me prononce pas, hein, sur, l'intérêt ou pas, bah, est-ce que c'est pas à l'État à fournir des masques gratuits qui soient dans des distributeurs pour tout le monde et qu'on puisse jeter au fur et à mesure sans se demander si tout le monde a de quoi mettre à 60 degrés tous les jours, etc., etc. Donc, je veux dire, on sait que ça peut aller très très vite le recyclage de l'entièreté de la crise et donc de revenir à la normale. Donc voilà, moi je pense que les alliances entre gens de terrain, donc je pense qu'il faut travailler par le haut, c'est-à-dire il faut des gens qui pensent entre eux, qui écrivent entre eux, qui militent entre eux, etc. Mais si on oublie l'investissement dans le champ du terrain, par les acteurs de l'éducation permanente, par les acteurs de la base, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travailleurs qui peuvent être sensibilisés par ce qui leur arrive. Il y a plein d'animateurs, d'organisations de jeunesse, de maisons de jeunes, d'AMO, de services, de gens qui travaillent en santé mentale avec les exclus les plus oubliés, etc., ben, qui, en étant mis à l'arrêt, sont aussi questionnés par leur propre fonction et ce qui est en train de se passer dans la société. C'est comment on arrive à en faire des gens qui provoquent la contagion de l'émotion politique, c'est-à-dire la contagion. Donc, comment on les informe bien, eux, pour qu'ils puissent organiser, j'ai envie de dire, cette contagion, répercuter cette contagion politique de la compréhension de ce qui se passe dans les systèmes, parce qu'il faudra faire masse. Il faut des leaders, il faut le monde associatif qui se coalise, il faut peut-être la Satiga qui déclare une grève générale, qu'on puisse se mettre derrière, etc. Mais pour ça, il faut tuer absolument cette puissance incroyable du retour à la responsabilisation individuelle, utilisée comme un instrument de sape permanent et qui passe même dans le champ de l'aide apportée aux gens de façon solidaire. Moi, j'entends aujourd'hui des citoyens qui se mobilisent pour en aider d'autres et qui disent on se mobilise pour en aider d'autres parce que de toute façon l'État est mauvais dans sa totalité, est défaillant dans sa totalité, aucun système n'est bon, donc on le fait nous-mêmes. C'est très dangereux, ça, pour moi. Alors que les gens fassent, je comprends. Hein, il faut aller porter à manger, il faut ceci, etc. Qu'ils fassent, je comprends. Mais qu'en même temps, ils soient contributeurs d'assassiner la compréhension de ce qu'est l'organisation d'un État aux yeux de la population, donc y compris par exemple de ce qu'est la sécurité sociale, parce que ça en revient là, eh bien ça c'est extrêmement dangereux. Et ça donne de l'eau au moulin aux détenteurs du grand patronat, du capitalisme, etc., qui peut recommencer à retourner dans le même sens. Donc, Ouais. il faut absolument arriver à avoir l'autorisation comme citoyen, j'ai envie de dire, de sortir de ses gonds et de prendre des initiatives particulières, mais comment on les analyse et on les raccroche au champ politique. Moi, enfin, deux, trois exemples, parce que j'ai Non, tout. Christine, enfin, je sais pas s'il y a le temps. Enfin, sans doute, ouais, je vois qu'il y a déjà des questions pour toi, donc tu auras le temps de développer peut-être dans Pas la de souci. partie. Voilà. Voilà, merci. Bah donc, Nabil, pour terminer ce tour de table, moi j'entends Arnaud et Christine qui parlent tous les deux de l'importance de la convergence des luttes, mais on sent déjà que ça sera pas facile. Euh, C'est ça. Alors, de façon enfin, de façon générale, que ce soit salaire à vie, allocation universelle, revenu de base, enfin, etc. Moi, je suis pas une adepte de ça. Je suis une adepte, en effet, Nabil parlait de la sécurité sociale et de ce qui pourrait être nouveau dedans, comme je suis une adepte du travail, mais du travail de sens. Et donc, comment on remet du sens dans le travail, et donc le travail connecté à la sécurité sociale, etc. Je pense que toutes les autres formules sont dangereuses. Alors moi, je suis pour un salaire à vie, mais au sens que tout au long de la vie, grâce au travail, à la sécurité sociale, aux services publics, etc., il y a une garantie que les gens aient un droit à l'aisance. Ce qu'on met derrière le droit à l'aisance au réseau Wallon, bah, c'est que
tous les besoins de base puissent être rencontrés sans que les gens doivent consacrer toute leur vie à simplement atteindre les besoins de base, puisque c'est le cas aujourd'hui et encore, hein, il y a des gens qui y consacrent toute leur vie sans même les atteindre, hein. Donc être logé, avoir de l'eau, avoir de l'énergie, se chauffer, s'alimenter, accès à la santé, la mobilité, alors on peut ajouter la culture, etc. Ça ne devrait plus être une préoccupation quotidienne dans laquelle les gens engouffrent leur créativité, leur énergie et donc se tuent en fait à vivre pour satisfaire ce qui devrait d'évidence exister. Et moi je pense que si on doit penser à une refonte du travail et une refonte de la sécurité sociale, ça doit être pour ça, pour qu'il y ait une garantie du droit à l'aisance. Et le droit à l'aisance, c'est donc ça, sans que ça ne soit une préoccupation permanente, et puis pouvoir aller dans le plus que ça, c'est-à-dire dans le temps retrouvé dans sa tête, l'angoisse dégagée de la peur du quotidien, la possibilité de faire des choix, des pas en avant, des pas en arrière, de faire une erreur dans la vie, etc. Et donc là, on doit avoir un cadre solidaire dans la sécurité sociale qui permet qu'il y ait comme ça des allers-retours dans la vie qui soient peut-être moins dans la sécurité et plus dans la sécurité, mais aussi qui permettent de se réaliser, de changer des choses dans sa vie, d'avoir une famille, etc. etc. Donc voilà, moi je pense que le champ de l'investigation, c'est de se dire, allez, comment peut-on aujourd'hui admettre qu'on est dans une société où le droit à l'énergie n'est pas une évidence, le droit à l'eau n'est pas une évidence, le droit au logement n'est pas une évidence, et le droit à s'alimenter n'est plus une évidence. C'est plus un droit aujourd'hui de s'alimenter dans le pays. C'est quelque chose qui est conditionné pour ceux qui n'ont pas de moyens, à devoir passer chercher un papier quelque part pour prouver qu'ils sont suffisamment pauvres de façon à manger les restes de ce qui est produit par ce capitalisme ambiant et ce que les riches rejettent. Donc, je veux dire, pour moi, c'est une évidence qu'il faut un salaire à vie, mais à travers tout ça. C'est-à-dire à travers le revenu que l'on a dans les différentes phases de sa vie, y compris jusqu'à la pension, pour être dans ce droit à l'aisance d'évidence. Et je trouve que c'est là qu'il faut travailler. Voilà, je ne vais pas aller plus loin avant de ne pas monopoliser la parole. Là, j'ai une question c'est Olivier qui pose cette question. Elle s'adresse en fait à tous, donc vous verrez qui veut prendre la parole là-dessus. Pour faire face aux orientations dangereuses du pouvoir politique actuel dans sa gestion de crise, le mouvement social ne pourrait-il pas opposer au Conseil national de sécurité et au cairn élargi du gouvernement son propre Conseil d'urgence sociale afin de porter son propre calendrier, son propre agenda? Qui est-ce qui voudrait répondre à ça? Moi, je veux bien m'entendre. Oui. Oui, vas-y Christine. Je vais intervenir alors par une petite porte, hein, par rapport à la question qui est posée, mais oui, moi je pense que il y a une question d'audace à essayer de créer un dispositif en quelque sorte qui s'oppose, qui se met en parallèle, qui passe à côté, etc. Je veux juste donner la très petite expérience qu'on vit en Wallonie pour le moment. Euh, Vite conscient. En fait, au début de la crise du Covid, moi, je n'avais pas mesuré, tout au début, je n'avais pas mesuré que les mesures du confinement, etc., allaient révéler ce qu'on disait tout à l'heure à ce point-là, la crise sociale. Et puis, c'est venu très, très vite le fait de se dire, bon Dieu, ces mesures-là vont se surajouter aux inégalités, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puis, on a très vite vu que tant le gouvernement wallon que le gouvernement fédéral mettaient en route des groupes de travail par rapport à l'économie, les entreprises, les investisseurs, les indépendants et l'emploi. Donc tant mieux pour l'emploi. Mais on s'est dit, nous, ça y est, quoi, ça va de nouveau être le rouleau compresseur et la seule balise pour évaluer l'ensemble, pour traverser cette crise et l'évaluer. Donc on a écrit d'initiative au ministre-président wallon, puisque Réseau Wallon, et on lui a dit qu'on voulait, à l'instar du groupe qui s'occupait d'économie, etc., un groupe composé de tous les cabinets avec l'associatif, enfin, etc. Je vous passe les détails. Et c'est cette task force qui se réunit tous les 3 jours depuis le début, donc depuis 5 semaines maintenant, et qui essaye de tendre à atténuer, etc. Alors ce groupe, il a son propre agenda, il a sa propre méthode, il fait remonter vers le gouvernement. C'est évidemment, il a fallu enfoncer les portes, et donc les résultats qu'on obtient par rapport à ça peuvent apparaître évidemment en dessous
des aides qui sont accordées, etc. Mais il n'empêche que c'est par cette porte-là qu'on arrive à parler du peuple wallon dans cette task force-là, tous les 2 jours, à tous les cabinets, qui, pour partie, honnêtement, je pense, découvrent le peuple wallon dans sa totalité, par les réalités qu'on y ramène, et à y faire prendre des décisions. Mais c'est aussi par ce biais-là qu'on est arrivé, par exemple, à dire qu'on en a assez qu'on dise qu'il faut aider en direct les entreprises, en direct les indépendants. Et c'est très bien, il faut, hein, les travailler en toute confiance, hein, donc des sommes allouées, etc., sans se poser les questions d'effet d'aubaine, etc. On peut questionner ça. Et où on est arrivé, nous, à dire, maintenant, on veut qu'on aide les ménages en direct et en toute confiance. C'est ce que vous avez peut-être vu comme revendication qui est portée au niveau du fédéral et de la région pour le moment, et qui commence je n'ai pas dit qu'on devait gagner, hein, qui commence à impacter en disant, mais en fait, les ménages, c'est une entité économique au sens noble du terme, hein, pas pour aller reconsommer immédiatement dans des magasins où il faudra confiner les vêtements en 24 heures, pas ça. C'est une entité économique pour que les ménages ne soient pas mis plus en difficulté sur ces besoins de base qu'on a évoqués tout à l'heure, alors qu'ils l'étaient déjà précédemment pour beaucoup d'entre eux, mais aussi c'est une entité économique pour contribuer à l'économie collective intéressante. Et si on l'affaiblit davantage, ça ne le sera pas. Donc, ça ne répond pas à la question est-ce qu'on peut avoir un comité de crise parallèle, mais ça dit que le fait d'être arrivé à imposer ça n'est pas complètement inintéressant, même si c'est par une petite porte. Et en tout cas, c'est avoir imposé, j'ai envie de dire, l'agenda du peuple. À une petite mesure peut-être, hein, parce que c'est évidemment, mais je dis, il y a tous les 3 jours des cabinets qui se réunissent, des administrations qui sont là, des décisions qui sont prises, des trucs qui montent et qui descendent, etc. Je vais vous donner un deuxième exemple. Les régions ont une possibilité d'agir sur les budgets des ménages. Ce sont les allocations familiales. Les modèles d'allocation familiale, en tout cas qui a été choisi en Wallonie, n'est pas un excellent modèle, il ne permet pas de réduire assez les inégalités et de lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, voilà un canal qui peut permettre d'agir sur la réalité de vie des ménages, comme le fédéral peut agir sur les revenus. Donc, comment fait-on pour aller enfoncer ces choses-là? Donc, moi, j'appelle évidemment à un appui, pas du réseau wallon, à un appui de cette manière-là de faire, d'aller s'imposer là quelque part, et puis après, quand on a le pied dans la porte, j'ai envie de dire, de s'en servir autant qu'on peut. Et je voulais juste revenir aussi et faire un lien avec Arnaud disait, quand on parlait des actions citoyennes, etc. Moi, il y a un terrain que je trouve qui mériterait d'être exploré en termes de lien entre action citoyenne et éventuellement alliance syndicale. Il y a de l'associatif, vous avez peut-être vu ça sur Bruxelles, qui organise ce qu'ils appellent la grève des loyers. Hein, donc de ne plus payer son loyer, mais avec une protection, etc., et être soutenu, etc. Mais le jour où, en effet, par exemple, la grève des loyers serait portée par tous les syndicats en sécurisant tous les locataires qui abandonnent le fait de payer leur loyer, pas parce qu'ils veulent mettre l'économie à terre, pas parce qu'ils veulent enfoncer tous les propriétaires, parce que le jour où on ne payera plus les loyers, parce que le logement n'est pas de bonne qualité, parce qu'il n'y en a pas assez, parce que le logement social n'est pas... Ça se verra aussi, hein, sur le plan économique. Donc ça, c'est une grève, hein. C'est aussi une grève qui atteint fortement et qui atteindrait un lobby puissant, puisque le problème évidemment aussi du logement, il ne faut pas attaquer tous les propriétaires l'un de l'autre, mais il y a un lobby quand même du monde des propriétaires qui agit terriblement sur les choses, tout comme ça attaquerait aussi alors l'État dans son incapacité et ses non-choix pour le moment d'aller beaucoup plus vite et plus fort en termes de logement public pour agir sur les loyers, créer une concurrence par rapport aux loyers, etc., et amener le privé à relativiser. Donc on peut trouver comment inventer, je veux dire, des grèves différentes, mais qui ont au final le même sens. Pour arriver à conquérir des droits et à les inscrire, entre autres, notamment dans la sécurité sociale. Ok. Nabil, tu avais envie de répondre sur la même question? Non, pas spécialement. Alors, il nous reste un quart d'heure. On va peut-être essayer de faire revenir Greg, si tu nous... je crois.
Oui, bah, je vais être courte, puisque le temps passe vite. Pour ne pas le répéter, j'adhère à ce que Nabil vient de dire. On ne doit pas se laisser enfermer dans cette question et qu'on doit se demander ce qu'on veut pour le monde de demain. Et je pense qu'on doit partager dès maintenant euh, ce qui est déjà en train d'être fait à petite dose et petite dimension à partir de cette crise du Covid, comme à stocker pour le monde de demain. Mais la chose que j'ajouterais, c'est que pour construire ça, il faut avoir la population aussi avec soi. Je n'ai pas dit qu'il fallait n'avoir, enfin, je n'ai pas dit qu'on devait mettre tous uniquement son énergie à cet endroit-là, mais il faut la mettre massivement à cet endroit-là. Et donc, je reviens à dire, il faut convaincre des tas d'acteurs de proximité, de terrain, etc., expliquer et qu'ils portent avec, parce que c'est ça qui fera la différence. Hein. C'est si les gens portent massivement ce changement-là avec. Et donc, je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. J'avais envie juste de vous dire un truc qui peut paraître anecdotique par rapport à ça, mais je trouve qu'il n'est pas tant que ça, par rapport à ce lien à l'État, à la sécurité sociale, etc. Bon, en Wallonie, comme partout, la crise arrivant, sanitaire, la question d'un numéro vert hein, pour répondre aux préoccupations des citoyens, à l'urgence sociale, etc., est venue sur la table. Et est venu rapidement sur la table de créer un numéro vert. Donc, comme ça s'est fait dans d'autres endroits et ça se fait régulièrement. Et puis, en fait, c'est le réseau wallon qui, en réunion avec les cabinets et les administrations en question de cette task force, a dit mais pourquoi aller créer un numéro vert? Et ça, c'est le côté, je pense, de la réactivité pratique où il ne faut pas 100 idées, mais il faut des choses très concrètes, rapides et bien identifiées. Je ne dis pas que c'est cet exemple-là qu'il faut répercuter. Moi, je vous en donne un concret. Moi, c'est le réseau qui a dit, mais enfin, pourquoi aller inventer un numéro vert? Il y a un numéro 17-18 en Wallonie qui est là pour répondre en fait aux besoins des citoyens face aux administrations wallonnes. Et pourquoi pas élargir la fonction de ce numéro à la question de l'urgence sociale. Ça n'a pas été appelé Covid, c'est urgence sociale, ce qui est beaucoup mieux parce que ça pourra perdurer. Hein, si c'était Covid, ben, d'évidence, on dirait ça a un temps. Mais ce que ça a permis, et c'est tout à fait étonnant en termes de travail, ben, c'est de passer de 9 à 25 agents de Wallonie qui répondent au téléphone, avec une formation qui s'est faite par l'externe de l'associatif, deux travailleurs du réseau qui travaillent à l'interne avec eux sur les questions sociales extrêmement complexes liées à la pauvreté, donc une alliance forte, mais surtout ce qu'il y a là derrière, c'est le sens du travail qui a repris. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une partie des agents qui répondent au téléphone de la région wallonne disent pour le moment que leur travail vient de prendre un sens nettement amplifié par rapport au fait de répondre d'habitude techniquement à partir d'une législation, etc. Aujourd'hui, ils écoutent le citoyen qui appelle. Et aujourd'hui, ils prennent le temps de l'écouter et d'essayer de comprendre. Et puis, quand c'est compliqué, on externalise la situation pour qu'elle soit prise en charge véritablement, etc. Il y a une espèce de révolution dans cet endroit qui fonctionnait bien, hein, qui était accueillant aux citoyens, mais qui était plutôt des répondants humains un peu techniques, un peu mécaniques, un peu. Et donc, on est en train de faire une évaluation avec la hiérarchie de ce fonctionnement, de ce que c'est, de la fonction des gens et du lien intime entre associatif et pouvoir public. Moi, je continue à dire qu'il ne faut pas mettre en rivalité ces deux acteurs-là, mais il faut mettre en liaison de sens pour des droits pour les gens et pas seulement pour de la réparation. Ici, quand on est dans un numéro d'urgence sociale, évidemment, on est sur de la réparation, bien sûr. Hein, mais on doit pouvoir le faire pour le droit, ça, pour les droits, de façon habituelle. Et Arnaud, donc pour la conclusion. Oui, je vais pas apporter 36 éléments nouveaux, mais en synthétique, hein, éviter effectivement de reproduire le schéma, le scénario un peu désastreux de 2008. C'est simple. Enfin c'est simple. C'est pas simple, mais le scénario l'est. Réagir rapidement, se coordonner très rapidement au niveau du monde associatif et du monde syndical sur la réponse à apporter. Des revendications centrées sur la sécurité sociale, effectivement en nombre limité, mais quelque chose de positif. Voilà, qu'on ne va pas se battre contre quelque chose, ça ne marche pas super fort, mais par contre, se battre pour de nouveaux droits au niveau de la sécurité sociale. Et enfin, là, je parle pour ma petite chapelle, profiter aussi de cette occasion
telle qu'elle se présente à nous, pour aussi pouvoir nous réinventer fondamentalement dans notre fonctionnement au niveau des organisations syndicales. Je pense que s'il y a une brèche qui s'est ouverte, c'est maintenant qu'on doit rentrer dedans. Et voilà, je pense que le monde du travail et plus généralement la population attend ça de nous, et c'est le moment ou jamais. Ok, ben on va tenir notre promesse de rendre l'antenne à 19h30. Donc merci à vous, aux 3 intervenants. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On est conscient qu'on n'a pas pu poser toutes les questions ici en ligne. Donc nos excuses à ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas reprises. Et puis je vous donne rendez-vous. Donc je vous redis un peu. Restez sur en vigilance par rapport à notre page Facebook. On va annoncer bientôt les dates pour les conférences virtuelles. Donc une sur la 5G, sur la société de surveillance, et puis une sur le droit des sans-papiers. Ça arrive bientôt au mois de mai. Voilà, je vous remercie encore une fois et puis à très bientôt. Au revoir. On est toujours là? Je sais plus. Ah oui, il faut que Greg coupe maintenant. Ah voilà. Eh ben salut alors. Hein. Au revoir. Greg, tu peux nous couper. Allô? Oui. Ouais. Ah, mais maintenant ça marche sur mon ordi le micro. Tu peux couper la conférence complètement. Bye bye, hein, au revoir. C'est tout coupé. Ouais, merci à tout le monde, au revoir. Merci. Voilà, grand merci, hein, c'était super, haute tenue. À bientôt. Au revoir. Hein. Salut tout le monde. Salut.